Why just spill your beans, Tommy? Dis donc, Tétard, tu veux quand même pas aller au trou. Lo que hizo Peter no es humano. Bonsoir et bienvenue sur le podcast Les Voyages dans la Lune, le blog pour un cinéma fantastique d'auteur. Je suis Philippe Caillet, auteur du blog, et je me retrouve accompagné aujourd'hui par Alan. Bonjour Alan. Bonjour Philippe. Donc Alan est exploitant et co-initiateur du podcast, et ainsi que lui, je suis accompagné de notre première invitée, Léa Lahanier, étudiante en master cinéma à l'université Gustave Eiffel. Bonjour Léa. Bonjour. On va faire une espèce de petit conseil stratégique sur comment est-ce qu'on Conseil peut... de défense. Conseil de défense, voilà. Pour savoir comment est-ce qu'on peut favoriser une plus grande production de cinéma d'horreur. Et je pense, comme c'est des questions de production, on peut carrément élargir ça à la question du fantastique de manière globale et mentionner des exemples qui ne sont pas forcément des exemples d'horreur. Et Mais déjà, je mettrais une première remarque, une première objection. Moi, je pense que l'enjeu ne se situe pas tant au niveau de la production, mais peut-être plus en aval, au niveau de la diffusion et de la distribution. Oui, mais là où je parle, là où je parle de la production, parce que en réalité, je vais même pas parler des producteurs, dans ce que je vais même davantage parler des distributeurs, ça va te faire plaisir, aussi des exploitants et de la critique. Mais quand je parle de la production, en fait, c'est juste tout simplement le fait que ces films puissent être faits, puissent être produits. C'est comme ça que je voulais le dire. Mais c'est bien de préciser. On a découpé cette partie en 3 sous-parties. Qui sont décalquées sur l'étude notamment de Mathieu Guillou. Mathieu Guillou, qui est le actuellement directeur adjoint du cinéma Les 7 Batignolles à Paris, et qui était, il y a 2 ans et demi, étudiant à la FEMIS dans le département exploitation. Et pour son mémoire, il a abordé le sujet pour reprendre l'intitulé exact, c'était le cinéma de genre, il me semble, c'était le cinéma de genre, la règle française et les salles arts et essais. Dans ce dossier, il a distingué 3 types de publics qui étaient, et il me semble que ce sont des catégories particulièrement pertinentes. C'est pour ça que j'ai pensé que c'était bien qu'on les reprenne. Il y avait le public de niche, donc c'est-à-dire les fans, les aficionados du cinéma en question. Il y a le public art et essai, plus cinéma d'auteur, et le grand public qui va plutôt voir ce qu'on appelle vulgairement des blockbusters. Voilà. Est-ce que tu pourrais donner un exemple pour chaque public, un film exemple pour chaque public? Bien sûr. Je vais donner mes exemples préférés. Enfin, non, pas mes exemples préférés, mais peut-être les exemples les plus pertinents pour chacun. Je dirais que pour le public de niche, si je dois donner des exemples français, ça serait Haute Tension ou Martyr. Mm-hmm. Pour le public art et essai, tout le monde ne l'a pas encore vu, surtout pas la majorité de nos éditeurs, parce qu'il n'est pas encore sorti, mais La Nuée, parce que pour moi, c'est vraiment l'exemple le plus frappant d'un film qui est taillé pour l'art et essai. La Nuit a dévoré le monde, non? Et justement, j'allais y venir, La Nuit a dévoré le monde de Dominique Rochet. Pour moi, c'est vraiment un exemple de... Même s'il a pas très bien fonctionné dans les salles art et essai, parce que je pense principalement à cause d'un manque de soutien de la part de la critique. Ce dont je tiens un peu rigueur à la critique d'ailleurs. Mais s'il avait eu le soutien de la critique, je pense qu'il aurait beaucoup mieux fonctionné parce qu'il avait toute sa place dans les salles art et essai. Quand, enfin, au cinéma grand public, malheureusement, il existe pas encore. J'y reviendrai plus tard, je donnerai plus tard des exemples de choses qui pourraient s'en rapprocher, mais pour l'instant, il n'y a rien de tel qui existe vraiment en France. Ouais, en France. Grand public en... Ce qui s'en rapprocherait le plus en termes de style, ça serait Ghostland, parce que jumpscares et tout ça, après et puis voilà, la promo qui a été faite autour de Ghostland a beaucoup mis l'accent sur l'aspect jumpscare du film, ce qui fait d'ailleurs qu'on était très surpris quand on voyait le résultat en allant en salle. Mais après pour le reste, c'est les films qui fonctionnent, je vais pas donner d'exemples français, je peux donner des exemples américains, la saga des Saw, la saga des Conjuring, la saga des Ça, sinon et juste pour qu'on ait un ordre de grandeur, moi je vais rappeler un chiffre. Selon Unifrance, les films qui sortent sous le label science-fiction, fantastique et horreur représentent 2% des entrées. Je sais plus si c'est 2%, non, je pense que c'est 2% des entrées, tandis que le label comédie représente un peu plus de 60%. Donc on est un peu sur ces ordres de grandeur. Et ça c'est pour les films de toutes les nationalités.
Ou juste français? Français. Ah oui, d'accord. Parce que je me Unifrance. suis dit, ça m'étonnerait quand même Non, que, France. que le dernier film avec Kev Adams fasse plus d'entrées que les Marvel, par exemple. Non, c'est que pour la France. D'accord, Et juste pour la France. Haute Tension, qui est vue comme, je sais pas, Sans surprise. la figure de proue des French Frayeurs, et qui est souvent, ouais, regardez, qui a permis à Alexandre Aja de s'exiler, ou de s'expatrier. Et je crois qu'il a 130 000 ou 140 000 entrées, ce qui est rien du tout. Après, Grave, je me souviens plus de Grave, mais Grave avait fait largement plus. Ah, mais grave, ça a été le rayon de Ouais, soleil. c'est ça, exactement. Donc en c'était la 20 ans, bouffée d'air frais. en 20 ans, on a eu comme une marge de progression assez importante sur. En espérant d'ailleurs que La Nuée fasse aussi bien Grave, voire peut-être battre le record. Ouais, je suis pas sûr. Ouais, Non, je non, pense pas. ouais, non, étant donné les circonstances sanitaires, en plus, ça va être compliqué. Ouais, t'as Je raison. pense qu'il y a un avant et un après. Ouais. Mais donc du coup, pour reprendre la terminologie qu'on trouvait pertinente, selon vous, où est-ce que se situerait le souci un peu? À plein d'endroits, et justement, il n'y a pas un problème, il y en a plusieurs selon les publics. Et après, je reviens tout le temps, mais la tradition française. À chaque fois qu'on parle de cinéma, moi je sais que mes parents, ils ont été bercés avec des films comme Christine, américain là. Mais exact. Mais à l'heure d'aujourd'hui, si je leur dis vous voulez pas regarder un film d'horreur, ils me diront non. Et sauf que du coup, eux, ils sont dans une tradition où ils ont vu que des films d'horreur américains et où ils veulent pas en revoir aujourd'hui. Du coup, qu'ils soient français ou pas, ça marche pas. Du coup, il y a un truc de génération qui se crée. Et en fait, le souci, c'est que les distributeurs français ont pas envie d'attirer les jeunes parce qu'ils ont l'impression que c'est pas un cinéma pour eux. Sauf que justement, c'est aussi aux producteurs de trouver à faire des cinémas pour eux. Mais j'y reviendrai après. Mais c'est cette course-poursuite au public jeune, elle est un peu partout, hein, que ce soit dans le cinéma ou dans les bibliothèques, un peu partout. Et ce qui est assez marrant, c'est parce que ce paradoxe, c'est que du coup, on a des films qui résonneraient mieux avec des publics plutôt jeunes, mais ces publics-là ne semblent pas aller au cinéma. Ouais, après, quand je dis jeune, je parle... Enfin, pour moi, jeune, ça va jusque études supérieures, quoi. Genre 20, 25, c'est encore très très jeune. Donc, je parle vraiment de ce public-là. Le public même qui commence un peu à cinéphiliser, ça se dit pas trop, mais... Si, mais c'est pas grave, on l'accepte. On accepte, néologisme. 14 points. Parfait. Et du coup, c'est le public qui commence à aller au cinéma, mais de lui-même, où c'est pas les parents qui l'emmènent, où c'est pas les copains qui lui disent, viens, on va voir ça. Vraiment, commencer à toucher un public qui se décide à aller au cinéma. Et le souci, c'est que, enfin, moi, je crois que j'avais à peine 15 ans quand la plupart des films dont on parle là, ils sont sortis, genre Martyr, Haute Tension, etc. Et enfin, même moi, dans mon petit cinéma de province, jamais ça sortirait. Et donc le souci est au niveau de la distribution, au niveau de on leur donne pas assez de charme en fait. Grave, il y a une belle promotion et Ghostland aussi, mais les autres on les voit comme des films sales, comme des films qu'il faut pas aller voir, comme des films un peu à censurer, tout ça, sauf que c'est pas vrai. Tu parles là en l'occurrence de tous les films d'horreur ou surtout des Français? Oui, non, des Français. Ouais, Désolé, oui, alors, parce que... Ben là, en l'occurrence, je pense que c'est pas juste qu'on va considérer que c'est des films sales. Ben, j'y reviendrai, je pense. J'y reviendrai, mais pour un peu teaser, on va dire. Je pense surtout que, globalement, plus que sale, on va se dire que si c'est des Français qui se lancent dans l'horreur, ça va être un film de blédard, en fait. Ouais, bah il y avait ça, j'ai vu un documentaire il y a pas longtemps où il y a une petite dame qui sortait d'un cinéma qui semblait d'art et d'essai et qui disait ah, si on m'avait dit que c'était français, j'y serais pas allée. Ça suffit. C'est très drôle ce que vous dites parce que en Italie, et tout le monde connaît l'apport cinématographique que l'Italie a eu pour le cinéma de genre avec les giallo. Au début, alors les Italiens se sont inspirés des films de la Hammer. Et les premiers films d'horreur italiens, ils étaient crédités, les réalisateurs, bon, étaient italiens, mais on anglicisait leur nom. T'avais des Jack, des machins. Parce que les gens là-bas, les distributeurs, les ayants droit, savaient que si c'était labellisé italien, le public n'allait pas voir parce que c'est italien. Puis après, entre-temps, le public a compris. Donc du coup, les auteurs ont pu signer avec leur vrai nom. Mais c'est vrai que, du coup, il y a cette phrase qui est assez galvaudée, que c'est nul n'est prophète dans son pays, et que c'est vrai que moi j'ai un petit regret, c'est sur un film comme Fury de Olivier Abou qui est sorti 2019 je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, 2019. Ouais, juste avant Halloween. On salue Olivier d'ailleurs s'il nous écoute. Dont le titre international était Get In. Donc, c'était un peu un Get Out inversé, on va dire, une façon très racoleuse de le résumer, mais qui est pour moi qui est un bon home invasion à la française. C'est un film qui payait pas de mine, mais qui
qui avait un propos, qui était visuellement très correct. Et il a pas fait tant d'entrées que ça parce que, alors on sait pas du coup pourquoi. Olivier Abou avait commencé par faire un film au Canada en anglais parce qu'il pensait que ça marchait mieux, donc ce premier film Territoire. Puis le deuxième Fury, il l'a fait en France. Très très violent d'ailleurs, Territoire. Fury aussi d'ailleurs. Les deux sont assez violents. Mais voilà, le film n'a pas rencontré son public. Ça reste personnellement une déception, même si j'ai pas d'action dans ce film-là, mais je trouve qu'il y a eu quelque chose de manqué. Oui, manqué pour plein de raisons liées à ce type de production. Qu'on va commencer peut-être à dérouler. À aigrir. Ok. Du coup, pour commencer à parler du public de niche, pour les solutions, stratégies, à vrai dire, je sais pas trop comment appeler ça. Mais qu'est-ce qui pourrait nous faire aimer le genre aujourd'hui en France ? Et du coup, c'est une bien vaste question à laquelle personne ne semble avoir de réponse aujourd'hui. On parle du coup pour le genre d'un cinéma de niche en France parce qu'il n'y a pas une très grande économie, à vrai dire il n'y a pas non plus une grande production, il n'y a même pas un grand public au final, mais c'est en cela que ça fait sa force aujourd'hui, parce qu'il est temps de laisser au cinéma de genre français un peu plus un champ d'action plus grand. Par exemple, dans le documentaire Viande d'origine française réalisé par Tristan Schulman et Xavier Sayanov, David Morley, donc le réalisateur de Mutant, qui est aussi un film de genre français sorti dans les années 2000, David Morley dit qu'en gros, le cinéma d'horreur en France, c'est un prototype, et qu'un genre est fort quand il est fort industriellement. En gros, pour résumer, on a eu Dario Argento et Mario Bava parce qu'il y a eu plus de 1000 dialos, comme on a eu Sergio Leone et John Ford parce qu'il y a eu 1000 westerns. Donc en fait, c'est l'expérimentation qui nous manque aujourd'hui en France. On laisse pas la chance aux jeunes réalisateurs de faire leur premier film de genre, mais on laisse pas non plus la chance aux réalisateurs de genre en France de faire leur deuxième, troisième. Enfin, on leur laisse pas la chance de continuer. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les premiers films de réalisateurs de genre en France, c'est des films qui pullulent de références. Genre dans Frontières, on voit direct Massacre à la tronçonneuse, à la frontonneuse. Et dans Hill, on voit clairement une référence au projet Blair Witch ou même à Evil Dead. Et en fait, c'est parce que comme ce que je disais tout à l'heure, c'est des réalisateurs à qui on a donné une chance et ils se sont dit, c'est ma chance de faire mon Massacre à la tronçonneuse, de faire mon Evil Dead. Et en fait, dans les années 2000, c'était leur possibilité de refaire le cinéma de genre à leur sauce. Et aujourd'hui, pour moi, on est dans une espèce d'époque de la maturité, comme on a pu le voir avec Grave, Revenge, comme on va sûrement le voir avec La Nuée, Teddy, etc. Et je suis vraiment pressée de voir ce que ça va donner après. Voilà. Bah, moi, juste pour ajouter sur le public de niche, je pense qu'en France, on a quand même de nombreux festivals qui sont où les programmateurs font un travail quand même assez remarquable de défrichage, de réhabilitation de certains films, et du coup et quand vous allez vous déplacer dans ces festivals, que ce soit le PIF à Paris, Gérardmer ou à Strasbourg ou à l'étrange, qui est un peu plus étrange, mais pour le coup, le dire. Non, mais pour le coup, ils font un vrai travail quand même, et on ne peut pas leur retirer ça. Vous voyez qu'il y a un public, il y a des gens qui sont là, qui sont passionnés, avec lesquels vous pouvez pas partager tout, mais en tout cas, il y a vraiment une volonté. Et puis, quand vous prenez la liste des films qui sont en festival, et puis après, vous faites alors quel film va au cinéma, quel film ne va pas au cinéma, on se rend compte que ces films ont du mal à franchir l'étape du festival. Et c'est ça qui est dommage, parce que je pense qu'il y a un public, et il y a plein de gens qui peuvent pas aller dans les festivals parce que voilà, il faut avoir le temps, c'est peut-être cher et tout ça. Et moi, je pense qu'il y a vraiment une demande de la part du public de niche de démocratiser ça. Moi, les freins moi je pense avoir identifié quelques freins. Je sais pas si on va revenir après ou si je peux en parler maintenant. Oui, si on parle si on parle du public de niche, oui. Ouais, moi je pense qu'il y a une... En France, quand le cinéma sont ouverts, il y a entre 20 et 25 films qui sortent par semaine. Et quand vous êtes exploitant, programmateur, vous gérez une programmation, même si vous aimez le cinéma de genre, vous ferez passer ces films vraiment en dernière position. C'est-à-dire que voilà, vous avez peut-être, je sais pas moi, 14, 21 séances par semaine, et vous en accordez un temps à des gros films, style Adieu les cons, style Drunk. Et puis si vous reste de la place, bah, vous calerez un film de genre s'il est là. Mais voilà, de base, moi je pense que au niveau des exploitants, ils pensent qu'ils ont physiquement pas la place de mettre tout ça. Et c'est pour ça qu'au final, les films ne se retrouvent pas dans les salles, ou très peu. Ou alors dans les grands circuits, style UGC Les Halles, où ils ont 50 salles, ils s'en fichent. Ou les cinémas qui ont déjà entrepris ce travail depuis longtemps.
Oui, je pense que chaque institution, chaque personne doit pouvoir évaluer ce qu'il ou elle est en mesure de faire selon ses moyens. Je pense qu'il y a des cinémas qui sont juste pas du tout en mesure d'accorder, par exemple en sortie nationale, d'accorder une place sur leur grille horaire à des films fantastiques ou des films d'horreur qui sortent, quoi. Mais après, il y a d'autres cas de figure, mais j'y reviendrai plus tard. Je sais pas si tu veux ajouter Non, mais on quelque peut chose. continuer la discussion comme elle vient. Ok. Alors, ce qui est intéressant pour moi avec le cinéma dit de niche, c'est que c'est un peu comme toutes les cultures underground de manière générale, c'est que c'est pour moi un peu un laboratoire. C'est un laboratoire dans lequel on va expérimenter diverses formules artistiques qui vont bousculer les codes établis, qui vont apporter quelque chose de nouveau, de radical, voire de révolutionnaire. Et si on fait un parallèle avec la musique, on peut comparer avec la culture punk, avec la culture rap, avec la culture reggae, qui ont été des cultures underground pendant un bon moment, à leurs origines. Et au cinéma aussi, ce qui a été la nouvelle vague à son époque, elle avait cette dimension underground, cette dimension un peu révolutionnaire. Tout ça, ça a été avant d'acquérir une légitimité au-delà de leur public de niche, pour évoluer soit en tant que culture bourgeoise, soit en tant que culture grand public. Et on y reviendra à tout ça. Mais donc voilà, pour moi, il s'agit en gros de, comment dire, comme une sorcière qui va concocter une potion dans son chaudron avant de la livrer au reste du monde. Donc ça, c'est une première chose. Qui est importante pour moi, pour toute culture underground, pour la culture du cinéma d'horreur et du fantastique de niche en France, c'est s'affirmer en tant que culture underground. Et pour reprendre ce que disait Léa sur un genre qui pourrait être industriellement fort, c'est essentiel que ce mouvement artistique soit identifiable par des codes précis. Il faut en gros davantage d'unité artistique dans ce mouvement, quoi. Quel code, par exemple, il y a quelques minutes, j'ai développé tout un argumentaire sur le slasher à la française et je pense que c'est déjà un bon endroit par lequel commencer. Surtout que Ghostland va peut-être nous permettre de remettre tout ça au goût du jour. Et enfin, c'est quelque chose que j'espère et qui me paraît totalement envisageable parce que des films comme celui-ci, c'est-à-dire 2018, moi j'en avais pas vu depuis les années 2000, 2000 quoi, avec les French Frayeurs. Et en plus de ça, en termes de qualité, on est passé au niveau supérieur avec ce film. Donc, faut juste, à mon avis, renouer. Peut-être le seul truc qui manque avec Ghostland, c'est qu'il faudrait renouer avec la tendance de l'ultra-gore parce qu'il n'est pas si gore que ça, il n'est pas comme Martyr. Mais je pense qu'on tient quelque chose déjà avec ça. Mais moi, je trouve ce qui fait la spécificité du cinéma de genre français, c'est que c'en est pas un. C'est-à-dire que moi, je pense que la définition, c'est pour ça qu'on a tous du mal avec le mot cinéma de genre, c'est que pour moi, elle est pertinente dans une logique de production et de division du travail où vous avez des studios qui disent voilà, on va faire un cinéma de genre, donc avec tel code, et vous avez votre feuille de route, le film il coche telle case, le film est budgété, le film est marketé comme tel, et puis bim, ça devient un produit assez rentable. En France, c'est assez différent parce que vous savez très bien que les réalisateurs ont le final cut et qu'il y a ces dimensions de hauteur et tout ça, et que les réalisateurs ici n'ont pas en tout cas, on n'a pas peur d'expérimenter, de mélanger les genres, de mélanger plein de choses. Ce qui fait qu'en fait, Ghostland, toi, tu le vois comme un slasher, enfin, c'est ce que j'entends. Totalement. Mais c'était pas trop ma lecture et mon analyse de ce film-là, tu vois. Et moi, je le voyais plus comme quelque chose de psychologique, tu vois, sur le trauma. Et pour moi, c'était plutôt ça la chose principale qui en sortait. Et ça n'empêche pas qu'il y avait des éléments de slasher. Mais tu vois, et cette faculté qu'ont les réalisateurs français, cette liberté, qui aussi peut être aussi une faiblesse, hein, quelque chose qui peut les desservir, à naviguer entre les genres, moi je trouve que c'est une force et c'est ce qui les dessert en fait, parce que du coup quand tu dois marketer le film, quand tu dois le distribuer, quand tu dois le vendre, tu sais pas quoi dire. Sur Fury, pour revenir à Fury, ils ont trouvé le truc avec le parallèle avec Get Out, mais ça reste un film assez, alors quoi, c'est basé sur un fait réel, alors que c'est quoi, c'est un film antisocial, et ça en fait des produits assez difficiles. Et je pense que ce problème va se poser sur Teddy. Je pense que voilà, ça va être un film difficile à classer. Teddy, je suis assez curieux de savoir comment est-ce qu'il va se placer dans le paysage cinématographique. Mais par contre, en ce qui concerne Fury, pour le coup, c'est pas du tout un film auquel je pense et je l'inclus pas dans ce que je dis parce que pour le coup, il correspond pas du tout à cette tradition. Peut-être après peut-être dans la dernière partie éventuellement, mais globalement, c'est pas vraiment le film de niche
tel que justement j'essaie d'établir une tendance. Et je pense que c'est intéressant ce que tu dis sur le fait qu'il y ait cette diversité, ce mélange des genres, cette originalité de la part des auteurs, parce que ça, c'est ce qui va dénoter l'individualité de chaque œuvre. Ça n'empêche que, pour reprendre le terme qui pourrait de viande d'origine française, de genre industriellement fort, on peut avoir ce fil rouge, tu vois, qui va relier chacune de ces œuvres, qui va les inclure dans un tout, et un tout qui sera lisible pour le public. Ouais, mais ça, c'est que a posteriori. Tu regarderas la période, tu dis, ok, on a eu ça. Mais on va continuer à l'avoir. Et je pense que c'est bien qu'on continue à l'avoir. Et je pense que c'est pour ça que j'ai parlé de Ghostland. C'est parce que je pense que Ghostland a donné a peut-être, j'espère, on verra ce que ça donne, mais a peut-être donné le coup d'envoi d'un renouveau du slasher à la française. On verra bien. On verra. Mais après, pour en revenir à ce que je disais, c'est pas tout d'avoir créé une culture underground. Encore faut-il la faire subsister en tant que telle sur la longue durée. Et j'en arrive à mon deuxième point, et ça, comment dire, ça rejoindra des conversations que j'ai pu avoir avec certains exploitants assez importants. Voilà, j'ai eu des conversations avec des exploitants qui en gros s'accordaient à dire que ça devait être, mine de rien, une priorité pour le cinéma dit de genre en France de conserver sa fibre underground. Donc c'était pour contredire moi ce que je proposais et j'y reviendrai plus tard, sur comment est-ce qu'on peut conquérir un public à essai et conquérir le grand public. Donc c'est vrai que lorsqu'une culture underground commence à être validée, soit par les élites culturelles, soit par le grand public, c'est souvent le début de la fin. Ouais, c'est le chant du cygne, moi je pense. Justement, je vais finir par te contredire, mais je suis d'accord pour dire qu'en effet c'est un risque. Et c'est vrai que quand une culture underground commence à être validée soit par les élites culturelles, soit par le grand public, c'est souvent voilà, le début de la fin. J'en reviens aux exemples que j'ai cités tout à l'heure, le rock, le punk, le rap, le reggae, la nouvelle vague pour le cinéma, etc. Non, mais c'est souvent un signe que soit cette culture s'est travestie et a trahi ses idéaux, soit elle s'est fait récupérer par quelque chose et du coup on a été dévoyé, dont le sens profond a été dévoyé. Oui, mais je suis d'accord, je pense que c'est vraiment un risque. Et puis bon, je vais passer par un petit racontage de vie, si j'ose dire. Moi, par exemple, j'ai grandi dans le 13e arrondissement de Paris, où on avait eu plutôt une mixité sociale, et j'ai été dans 2 lycées en plus qui étaient très différents l'un de l'autre. Et je me souviens que au lycée, les jeunes de ma génération qui écoutaient du rock, du punk, du reggae, etc., c'était globalement les bourges qui venaient du 5e arrondissement à côté, donc le quartier latin. Et qui du coup composaient un cercle de fréquentation assez séparé du reste, alors qu'à la base, les racines de ces cultures-là, c'était plutôt les classes populaires. Et je vais même pas parler du jazz, parce que là, c'est encore plus flagrant le phénomène d'embourgeoisement, et j'ai presque envie de dire de gentrification culturelle et artistique. Mais pour en revenir du coup à notre sujet principal, on peut être sûr que si le cinéma d'horreur français aura au bout d'un moment réussi à se faire valider, eh bien dans 10, 20, 30 ans, les jeunes qui regarderont les hautes tensions, les martyrs, etc., ce sera les enfants de bourgeois, plutôt des élites culturelles. Et parallèlement à ça, il y a aussi le risque que l'aspect industriel dont on parlait avec Léa soit détourné pour intégrer ce mouvement dans la culture commerciale, la machine à fric, de la production pour la production, la quantité plutôt que la qualité. Et du coup, qu'on se retrouve avec une tendance dominante du cinéma d'horreur niveau Kev Adams. Donc oui, c'est vrai, il y a des risques à tout ça. La question qui se pose maintenant, c'est comment est-ce qu'on va éviter ça tout en permettant au cinéma d'horreur français de conquérir de nouveaux terrains, de nouveaux publics. À cette question, ma réponse, c'est que ce qui fait la force d'une culture underground, en plus de sa radicalité, c'est son avant-gardisme. Et je pense que les cultures underground qui n'ont pas réussi à survivre en tant que telles, c'est-à-dire en tant que culture underground, sont des cultures qui n'ont pas réussi à renouveler leur avant-gardisme. Je pense qu'une fois que la nouveauté a été validée par le système, il faut réfléchir à de nouvelles propositions, à de nouvelles façons de reprendre les devants, se poser la question en gros de ce qui manque, ou encore oui, globalement ce qui manque quoi dans le paysage artistique, donc cinématographique en l'occurrence. Et là, ce sont pas les pistes ce sont pas les pistes à explorer qui manquent. Par exemple, la convergence des luttes. Les genres cinématographiques sous-représentés avec les personnes ou les milieux sous-représentés. Ça, par exemple, c'est une idée. Ou encore s'imposer comme point de convergence des 2 pôles qui se seront construits autour du cinéma dit de genre, c'est-à-dire l'art et essai et le grand public. Voilà, devenir le pôle qui va permettre à ces 2 choses-là de se réunir.
Et on peut penser à plein d'autres choses, mais ce sont autant de façons de défendre une certaine idée de la culture, de lui redonner un sens sur le plan social, et donc de permettre au cinéma d'horreur, surtout, de conserver sa dimension punk. Et de toute façon, il manquera toujours quelque chose, il y aura toujours de nouveaux horizons à explorer, et c'est une lutte perpétuelle tout ça. C'est jamais rien de figé. Par exemple, j'ai lu le scénario de Else de Thibaut Hémin, que je salue. Donc, c'est le 3e lauréat de l'aide au film fantastique du CNC de 2018 avec La Nuée et Ogre. Eh bien, permettez-moi quand même de vous dire que c'est en avance de 30 ans, au moins, sur notre époque, en termes d'audace artistique et esthétique. Et franchement, la limite... il y a de quoi, en fait, vous faire passer Cronenberg pour de la rigolade. Et moi, je rigole pas vraiment en disant ça, c'est genre du Cronenberg x 1000, quoi. Encore plus audacieux, encore plus fort. Et quand le film sortira, si le résultat est fidèle au scénario que j'ai lu, ça devrait entrer dans l'histoire. Donc au fond, moi je me fais pas trop de soucis. Voilà, quand on parle de fantastique, il y a pas de limite sur le terrain de l'imaginaire humain. Il y aura toujours une marge de manœuvre pour expérimenter des choses nouvelles. Voilà. Donc en gros, voilà, faut juste avoir l'audace de toujours réinventer, mais pas baisser les bras et pas se dire qu'on va rester coincé dans une bulle, quoi. Ok, ce qui est vachement intéressant dans tout ce que t'as dit, c'est que c'est vrai que si les films d'horreur français plaisaient à mes parents, je suis pas sûre que je les regarderais encore avec les mêmes appréciations. En fait, je me souviens que moi, les premiers films que je suis allée voir au cinéma d'horreur, je pense qu'on est tous un peu pareils, c'est quand on a 14 ans, que c'est interdit aux moins de 16 ans, et qu'il y a cette excitation d'aller voir un truc que t'as pas le droit techniquement d'aller voir. Et je pense que c'est ça qui m'a mis la première fois dans le bain. Après, c'était pas mes films préférés, mais parce que bien sûr, c'était tous les Insidious, Conjuring, enfin tous les grands classiques du cinéma d'horreur adolescent, on va dire. Et du coup, je me souviens que j'allais les voir parce que justement, j'avais pas le droit d'aller les voir. Et maintenant, c'est des films que je regarde parce que Ils t'ont façonné d'une certaine façon. Exact. Et moi, je sais que, par exemple, Martyr, après l'avoir vu, j'allais pas forcément bien parce que justement, il fait remonter des trucs qu'on n'a pas envie de penser, en fait. C'est pas des films qu'on regarde quand on est déprimé, quoi. Genre, c'est des films, il faut savoir ce que tu vas voir, il faut quand même... il y a quand même un avertissement à mettre sur ces genres de films, on est tous d'accord sur ça. Et du coup, c'est dans ce sens-là. Je pense que s'ils perdaient cette petite étincelle Subversive. Ouais, exact. Il y a un truc qui marcherait pas. Enfin, s'ils étaient moins transgressifs, tout ça, mes parents iraient les voir, mais moi, quel intérêt j'y retrouverais dedans? Et puis même, c'est le genre de film qu'il faut aller voir en festival. Et dans un festival, si tu vas voir un film qui manque de transgression, qui manque de cette petite étincelle, il y a tout un jeu avec, justement, avec le public de niche dont on parlait tout à l'heure, il y a tout un jeu qui se perd. Et c'est là-dedans aussi que j'attends avec impatience le film dont tu viens de parler, parce que... La Nuée? Non, l'autre. Ah, Else. Ouais, voilà. Mais je vais juste rebondir sur ce que tu disais sur tes parents, et tu le disais de toute façon tout à l'heure et j'ai oublié de rebondir. C'est du coup, quand toi t'auras l'âge de tes parents et que t'auras peut-être des enfants, alors quelle cinéphilie tu vas garder? Est-ce que tu seras toujours versé vers ce genre de cinéma ou pas? Et qu'est-ce que tu transmettras à tes enfants, en fait? Est-ce que c'est des films vers lesquels tu dis allez, venez, on va tous regarder Martyr? Ou parce que pardon, juste je finis parce que moi ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a toute une génération de jeunes gens, et quand je dis jeunes, c'est des gens beaucoup plus jeunes que nous, hein, des pré-ados ou des ados dont l'univers fantastique imaginaire a été bercé par les films de Marvel, et je me demande ce que ça va donner, en fait, parce que si les gens qu'on estime, les Pascal Laugier, les Alexandre Aja, ont eux été bercés par des Texas Chainsaw et tout ça, moi je me demande quel genre de cinéma va émerger des gens qui ont été bercés dans le Marvel. Du coup, il y a deux mesures. Laugier a grandi avec Massacre à la tronçonneuse, La nuit des morts vivants, etc. Mais à côté, dans les années 70, il y avait 1000 autres films. Il y avait des comédies, il y avait des drames. C'était un peu la période de Michael Mann, etc. Du coup, il y a vraiment plusieurs types de cinéastes. Mais ce que moi, j'ai peur dans cette même idée, c'est que là, il y a des enfants qui ont été bercés avec Marvel, il y a des enfants qui ont été bercés avec les drames français, etc. Mais ceux qui veulent voir du cinéma d'horreur, ils sont bercés avec quoi? Parce que
Enfin, j'apprécie très peu, moi, tout ce qui est Conjuring, Insidious, c'est vraiment ce qui m'a fait grandir, mais en ayant du recul dessus, c'est des films très plats qui annoncent pas grand-chose, qui t'offrent très peu de regard sur la vie. Enfin, pas sur la vie, mais sur comment grandir, etc. Alors que pour moi, Grave, c'est un super coming of age movie. Mais du coup, les jeunes qui ont grandi avec les films américains je sais plus comment s'appelle la société de production qui avait tout ça. Light, non Ouais, c'est pas A24, c'est... Non, justement, c'est l'autre. Ouais, c'est les films de James Wan. Ouais. Je sais pas. Bah, Bref. En plus, on retient recherchez. pas. C'est pas Razorwire, un truc, non? Je sais plus du tout. Non, mais bon, c'est pas grave. Mais les gens ont compris. ouais, et du coup, enfin, il y a deux mesures. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas les massacres à la tronçonneuse, mais du coup, les cinéastes, bah en vrai, quand je dis ça, je parle de moi. Genre, je suis en train de grandir avec une cinéphilie que je suis en train de rechercher. Tous les films français de genre, ils sont extrêmement compliqués à trouver. Donc moi, ce que j'allais voir au cinéma, c'était toute cette série de films d'horreur américains. Et en fait, si moi, je vais pas faire la démarche d'aller chercher du film fantastique de genre, et ben si j'ai envie de réaliser du film d'horreur, je vais pas faire un remake d'Insidious, quel serait l'intérêt en France. Et Quoique. oui, juste si on prend la sauce française, peut-être que ça Qui ont marcherait. énormément de qualité quand même. Parce que je trouve que je vais me faire l'avocat du diable parce que Alan me connaît comme étant quelqu'un de particulièrement anti-américain, mais je trouve quand même que Insidious et notamment encore plus de Conjuring, il y a une vraie intelligence pour le coup du jumpscare, parce que je trouve que le jumpscare c'est un peu un cache-sexe quoi, de films américains d'horreur qui ont rien de mieux à offrir. Dans The Conjuring, je trouve que même si bon la mythologie est pas forcément très intéressante, les jumpscares ils marchent vraiment. Il y a une vraie expérience en termes de, c'est presque, moi c'était presque épuisant physiquement de regarder The Conjuring pour moi, parce que moi qui étais très habitué à voir des films qui font sursauter les gens et qui me faisaient pas du tout sursauter, je suis là en mode ouais, je sais tout ça va venir et tu sais, en fait non j'avais pas vu venir quoi, j'avais pas vu venir, tu vois. Ouais. Donc Mais après, c'est Conjuring, mais sur une vingtaine de films. Parce que Insidious, il y en a quoi? Il y en a 4. Il y en a pas mal, ouais. Il y a eu Annabelle. Enfin, en fait, moi, c'est ça qui me gêne dans tous ces films. ah oui, la saga, oui, après Ça c'est marvelisé en ça fait. devient- Mais je pense que c'est l'époque. Mais Et, ça fait comme Saw, hein. Mais j'ai l'impression que James Wan, c'est la poule aux œufs d'or du cinéma d'horreur américain. À chaque fois Ouais. qu'il lance un film, après ça donne une saga. Oui, mais je pense qu'après tout ça, putassière. c'est cyclique, et puis on verra ce que la postérité en retirera de ça. Mais pour revenir à... Moi, je voulais partager une anecdote. Voilà, j'ai eu l'occasion de montrer Grave à des lycéens. Et d'ailleurs, justement, au moment où ils rentraient dans la salle, je me suis dit, merde, Grave, il est interdit moins de 16. Vous avez quel âge? Ouais, on a 17 et tout. Parfait. Bon, je pense, c'était des premières. Si ça avait été des terminales, ça aurait été moins ambigu. Et à la fin, je suis allé les voir pour discuter tout ça. Et ils étaient assez circonspects. Je pense qu'ils s'attendaient pas à voir ça. Je pense que quand on leur a dit film d'horreur, ils pensaient plutôt à Insidious, Conjuring, Annabelle. Et ils ont eu quelque chose d'autre à quoi ils s'attendaient. Donc la discussion était assez difficile, mais je pense que j'ai vu que chez certains élèves que, en tout cas, ça avait tilté. Donc, et peut-être que tu vois, ça va être le prémisse de quelque chose. Et je parle de ça parce que je pense qu'il y a une responsabilité des salles de cinéma, mais pas que, par notre travail de prescription, de fléchage en tout cas, parce qu'il y a tellement de films, il y en a qui passent vraiment au travers les mailles du filet, pardon. Et c'est un peu du ressort des salles de cinéma, des plateformes de streaming. Je sais qu'il y a une plateforme de streaming française qui a émergé, Shadows, ouais. mais que je connais de façon très superficielle, mais voilà, d'éditorialiser un peu leur contenu, de dire voilà, nous on soutient tel film pour des bonnes ou des mauvaises raisons, mais en tout cas, voilà, de faire cet effort d'accompagner les films. Et Grave, qui a beau avoir eu un succès critique Excellent, mais surtout indubitable. Je pense qu'il y a toute une partie des gens qui aiment bien les films d'horreur qui ne sont pas allés voir Grave parce que peut-être justement qu'il avait peut-être trop cette aura film d'auteur, film à RSF, film à succès et enfin voilà, c'est ce que je pense. Ça pour moi c'est ce qui résume d'ailleurs la bêtise du public de niche quoi. C'est-à-dire qu'en fait sans s'en rendre compte, c'est eux qui finissent par développer un snobisme alors que
Au bout d'un moment, il s'offusque beaucoup, et à juste titre, du snobisme des élites culturelles. Mais si c'est pour reproduire exactement la même chose, mais en fait, je sais pas, ils sont cons ou quoi. Après, on est tous le snob de quelqu'un. Oui, sans doute. Mais là, c'est vraiment, enfin, je veux dire, c'est vraiment, c'est un vrai miroir. Enfin, c'est du même niveau, vraiment. On a tous notre petite part de snobisme en nous, sans doute. Mais là, c'est particulièrement pitoyable, quoi. Mais juste pour finir avec sûr, bien sûr. avec Oui. tout ça, non, c'est juste que justement ce que tu as appuyé avec les lycéens devant Grave, c'est exactement ce que j'ai envie de découvrir avec le cinéma d'horreur français. C'est que en fait, ces lycéens-là, ils s'attendaient pas à voir ce film-là parce qu'ils se sont habitués à aller voir des films d'horreur pour se faire peur, pour avoir un chouette moment entre amis. Mais en fait, ce qui est bien dans le cinéma, c'est aussi tout son côté un peu didactique, ludique, divertissant, mais pas que ça. Et parce que le divertissement, c'est très très bien, mais ça pousse pas assez, c'est un peu en surface, c'est un peu artificiel. Et je trouve que ce qu'on commence à avoir dans les films d'horreur français, c'est vraiment switcher de ce côté divertissement à côté ludique, et que ce soit avec des trucs un peu passage de l'adolescence à l'âge adulte, ou même des relations amoureuses, des premières fois, des premières rencontres. Tout ça, c'est des choses qui commencent à vraiment prendre de l'importance dans le film d'horreur français, et c'est ce qui fait que ça a de la force pour une certaine communauté aujourd'hui. Et je pense que l'avenir te donnera raison quand tu vois des films comme La Nuée qui ont complètement qui assument complètement cette direction-là. Ça va même d'ailleurs, je pense, permettre de faire, à moins que quelqu'un ait encore des choses à dire sur la question du public de niche, ce que tu viens de dire sur La Nuée, ça va nous permettre de faire la transition sur la réessai. Tu regardes transition dans le dictionnaire, t'as ma photo. Exactement. On m'appelle le transitionnaire. Pardon. Si on regarde la tête, si on regarde le mot ravi aussi dans le dictionnaire, il y a ta tête. Ouais. Par contre, si on regarde le mot continu, il y a ta tête. Continue. Oh, ça veut dire quoi que je change pas de. Non, vas-y. Il m'énerve. Vas-y, j'ai même plus envie de lui parler là. Du coup, je vais commencer à parler. L'arrêt essai. L'arrêt essai, du coup. Léa, si tu veux, tu peux commencer pour parler de l'arrêt essai. Moi, à vrai dire, sur l'arrêt essai, j'avais pas un grand argumentaire, mis à part le fait que, pour moi, Grave, ça fait partie de l'un des premiers films qui se arrêtise dans le genre en France. Et ce qui est vraiment chouette avec Grave, c'est qu'on rend la communication et la distribution un peu plus sexy, ce qui manquait déjà au film. Enfin, ce qui manque au film, parce que en soi, le cinéma d'horreur, ça a toujours été un petit peu sale, un petit peu granuleux. Puis de toute façon, le gore, en règle générale, est sale. Mais en fait, avec Grave, on commence à avoir un truc qui se rapproche beaucoup de la société A24. Et donc, je voulais parler de la société A24 là-dedans. Et juste avant que tu continues, je vais juste préciser quelque chose. C'est que en France, les réalisateurs ont le final cut, mais ils n'ont pas le contrôle sur le marketing. Et c'est souvent, et on l'imagine pas, mais c'est source de conflit entre le réalisateur et la personne qui est en charge de la diffusion du film, qui fait des photos, qui fait une affiche, et des fois, et souvent même, pour des objectifs mercantiles, le film n'est pas marketé comme il est vraiment. Et ça crée des déconvenus de la part des spectateurs et surtout du réalisateur. Enfin, exact. Et c'est pour ça que en France, vous pouvez avoir beaucoup d'affiches, par exemple, de comédies qui sont très classiques. C'est-à-dire, vous avez chacun des personnages qui sont, je sais pas, sur un canapé tous en train de rigoler. Alors qu'à côté, par exemple, la société A24, elle fait des affiches de films pour la promotion, etc., et qui sont beaucoup plus stylisées, quitte à faire un design qui a rien à voir avec une photo du film ou ce genre de choses. Par exemple, là, l'affiche de Sainte-Maude, qui va sortir l'année prochaine, on croise les doigts, c'est le genre d'affiche qu'on peut mettre dans sa chambre. C'est un objet d'art. Exactement, c'est un objet d'art. Alors que, bon, je vais prendre l'exemple de Mandibule, même si c'est pas forcément le meilleur, mais par exemple, l'affiche de promotion de Mandibule, ça reprend le schéma classique de la promotion française de comédie, et il y a un côté où t'as pas forcément envie d'avoir l'affiche, par contre, celle-ci dans ta chambre. Mais là, c'est marrant parce que Mandibule, moi, l'affiche, je l'aime bien. Mais je trouve qu'elle a raison, je pense que c'est volontaire d'ailleurs. Mais oui, mais non, mais c'est totalement volontaire. Sur celui-là, je pense. Et pour avoir vu le film, l'affiche colle vraiment à l'humour du film décalé. Surtout connaissant Dupieux, ça m'étonnait, cette affiche. Je sais pas pourquoi, mais vu ce qu'il a fait avant, ça me paraissait bizarre de faire un truc comme ça, mais j'imagine que
Mais en tout cas, oui, non, mais oui, je pense que c'est pertinent. Et moi, j'ai une affiche, pas ici, mais j'ai une affiche de Parasite qui était détournée sous forme de comédie. Je sais pas si vous l'avez vue, elle est un peu bleue. Pas du tout. Je crois que c'est non. les bookmakers qui ont fait cette affiche. Et elle est géniale parce qu'en fait, ça détourne le film et tu vois cette affiche-là, tu penses que c'est une comédie française, du coup avec des acteurs coréens, mais c'est le pouvoir de l'affiche, c'est le pouvoir du marketing. Ouais. Et A24 a très bien compris ça, je pense. Exact, et avec A24, bon, pour ceux qui connaissent pas A24, on peut parler de Ghost Story ou Midsommar, par exemple. Enfin, Hérédité aussi. Hérédité, c'est les 3 derniers qui The sont Witch, vraiment... Ouais, The Lighthouse. The Lighthouse. Surtout. Enfin, tout. que des bons... Ouais, c'est ça, exactement. Et- Chef-d'œuvre de Lighthouse. Bah après, ils font pas que des bons films aussi. Oui. Ils ont une logique de production qui est un rythme soutenu et ils ont des auteurs et puis ils ont aussi des techniciens, j'ai envie de dire, des gens qui savent réaliser, qui savent écrire, mais ils compartimentent beaucoup la production. On peut ajouter aussi Ouais. que c'est les distributeurs aux États-Unis de Climax de Gaspar Noé. aussi. Ouais, ils ont distribué Euphoria aussi, ou j'ai une bêtise. C'est Il me possible. semble l'avoir vu dans la fiche Wikipédia. Et du coup, pour finir un peu sur ce parallèle avec A24, je pense que c'est ce qui manque un peu en France, de rendre un peu plus charmant le cinéma d'horreur français. Mais je trouve qu'avec Teddy, je sais pas si vous avez vu l'affiche, je pense qu'elle est déjà sortie. Avec Teddy, on commence à avoir un truc comme ça qui marche bien, je trouve. Et c'est marrant que tu parles de Teddy parce que tu disais, ouais, il y a pas trop d'A24 en France et c'est vrai, mais le distributeur qui s'en rapprocherait le plus, ce serait les Bookmakers ou Joker's Film. Tant par leur ligne éditoriale. Après, ils ont leur truc, mais Il y a un peu réseau aussi. réseau, ouais, après réseau film c'est autre chose, mais en tout cas en tant que, Donc, réseau film, pour les gens qui savent pas, c'est Revenge de Coralie Farja. mais pas que, ils font aussi, Oui. tu vois, ils ont aussi d'autres. Mais celui qui est le plus illustratif de pourquoi est-ce que ça se rapprocherait de A24, c'est peut-être Revenge. Et donc du coup pour revenir sur Joker Films, eux ils ont vraiment compris cette dimension marketing, ils vendent des affiches, ils font des affiches différentes, ils vendent des coffrets et je pense que peut-être qu'à l'avenir, et c'est pour ça que c'est eux qui nous distribuent La Nuée, qui nous distribuent Teddy, qui nous ont distribué Vivarium, ou Adoration, Adoration, Ah, yes. qui vont nous distribuer Ogre de Hawk, Renaud Malherbe. c'est eux qui avaient Parasite, donc c'est pas pardon, du coup continue. Non, non, aucun souci. Mais du coup, c'est plus en amont enfin, c'est en amont qu'il faudrait que tout ça soit fait. Et enfin, je voulais juste finir avec une question. Genre, pourquoi on entend tous parler de Sainte-Maud depuis plusieurs mois, mais que personne n'a entendu parler de Colskin en France? Et ça, typiquement, ça suffit à nous faire... Est-ce que tu peux préciser Oui, Colskin Colskin, c'est le dernier film réalisé par Xavier Jeans. Et en gros, Xavier Jeans, du coup, c'est celui qui a fait Frontières en France. Et il a vite compris qu'il avait pas d'avenir en France pour faire des films d'horreur, des films de genre et des films fantastiques. Très malheureusement. Très, très surtout vu Colskin. Et en fait, Colskin, il l'a réalisé au Canada, si je dis pas de bêtises. Et il a trouvé C'était pas je crois aucun... que c'était en Espagne. Je sais pas. Ou je sais pas. J'avoue que je suis plus Bon, sûre. en tout cas, il l'a pas fait en France, c'est Voilà, sûr. d'accord, Et Pas fait en C'est France. ça pour dire qu'il a Et il a trouvé 0 distribution en France. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance de le voir parce qu'il passait à la Comic-Con. Mais à part ça, je ne suis pas sûre. Il n'a pas vu montrer sa tête en festival ni en cinéma, je crois. je ce pense film. qu'il a dû avoir 2-3 sorties en festival, en tout cas. Très Ouais. armé notamment. Et Ah bah oui, ouais. mais tu vois, les gros festivals, moi personnellement, j'ai voulu diffuser, ça aurait pu se faire, mais puis après les choses étant telles qu'elles sont, il faut trouver un Ouais. créneau, tout ça, et puis il y a toujours une frustration quand tu diffuses des films comme ça et tu te retrouves avec 20 spectateurs dans ta salle. Vis-à-vis Alors que tu galères. Et c'est que- ça, exactement, et tu fais venir le réalisateur qui est Xavier Jean, qui est quelqu'un de très sympathique. Mais voilà, et Colskin, c'est vrai que, ça c'est marrant, j'avais pas fait le rapprochement avec Saint-Maud, mais pourquoi l'un et pas l'autre Ouais, enfin, après, j'ai pris un peu les deux parce que ça me semble... Enfin, Sainte-Maud, il est pas encore sorti, du coup, il y a un petit peu la hype qui monte, etc. Et c'est pour ça que je voulais parler de Sainte-Maud. Mais à côté, Colskin, ça reste une grande frustration. Parce que j'ai vraiment aimé ce film, mais... Après, c'est de la science-fiction fantastique qui peut paraître un peu zombifiesque, je sais pas trop comment dire. Mais il y a un truc français derrière, il y a cette espèce d'empathie, ce fond qui donne tout au film. Et du coup, voilà, c'est ma grande frustration. Colskin, pas en France, mais fait par un Français. Voilà. J'ai toujours dans l'espoir de diffuser les films de Xavier Jean sur une journée Xavier Jean. Ce serait chouette. Peut-être à l'occasion de son prochain film. Mais voilà, ça fait partie c'est dommage, il y a tellement d'auteurs français dont
les portes de l'exploitation se ferment. Ouais. Ah, tu fais du festival, ok, mais bon, pas plus. Et c'est assez bizarre ce plateforme. Ouais, bah c'est comme Julia Ducournau qui a fait Grave. Il me semble que là, son deuxième film, elle est obligée de le réaliser au Canada ou quelque chose comme ça. Ah, je savais pas. Titane, non, non. C'est en France ? Non, oui, il me semble Toi, même tu que dis- c'est à Paris. Ah non, mais qu'elle le tourne, mais il me semble que la production, elle a eu beaucoup de mal. Ah bon, moi j'ai rien entendu. Non, moi j'ai rien entendu de tel. Non. Je sais qu'elle a eu une grosse aide de la Fondation Gann pour le cinéma. Ouais, ah bah, peut-être. Peut-être qu'elle l'a coproduit avec la Belgique, ce qui était aussi le cas de Grave, parce qu'il y a beaucoup de coproductions avec la Belgique qui se font, Revenge, Climax. Ouais. Mais À vérifier en tout cas. Mais 2021, il me semble que ce film est prévu pour 2021. Ouais, il me semble aussi. À l'heure actuelle, enfin, on verra bien. On verra. Ce film, il est prévu pour point d'interrogation. Voilà. Mais c'est marrant tout ce que tu dis, parce que toi, c'est comme ça que tu t'entreprends que t'envisages la conquête du public, d'un public art et essai, du cinéma fantastique. C'est marrant parce qu'il y a énormément de choses que tu viens de dire, que moi je dirais plus Dans pour grand le public. pour le grand public. Et cet axe d'approche, pour moi, c'est bon, j'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est plus mon axe d'attaque pour le grand public. Mais t'as dit énormément de choses que je partage totalement. Pour l'art et essai, là, on est face à un problème très spécifique du public art et essai, c'est qu'il veut bien défendre l'exception culturelle française, mais devient subitement frileux dès qu'il s'agit de soutenir une création qui se rapprocherait de près ou de loin aux superproductions hollywoodiennes. Donc, on est dans l'idéologie un peu du zéro compromis. Donc, au bout du compte, le cinéma qui tient du spectaculaire, que ce soit le fantastique, la science-fiction ou l'horreur, encore une fois, on se retrouve à se cogner à l'héritage idéologique de la nouvelle vague, et qui fait que l'exigence du réalisme politique, sociopolitique, règne en maître dans le monde du cinéma dit d'auteur. Et je vais citer pour ça quelqu'un qui a très bien expliqué l'idiotie de la situation, c'est Johann Sfar, le papa de Petit Vampire. Super film d'animation, hein, super film. J'ai pas eu l'occasion, mais c'est vrai qu'il me tentait pas mal. Et c'est un super gars, Johann Sfar, vraiment très sympathique, terre à terre. Voilà, si je peux. Eh bien, on lui le rendre salue hommage. alors s'il nous écoute. Et lui, il a partagé une analyse très très pertinente à ce sujet lors d'une interview avec Combini. Je sais pas si vous voyez, mais ces fameuses interviews vidéo club. Ouais. Le format est génial, mais je trouve que Combini, ça fait un peu putaclic. Hein. Oui, mais en tout cas, tout ça pour là où j'en parle, monsieur, j'aime pas Combini, hein, c'est pour dire qu'il a dit quelque chose de très très pertinent que je vais vous dire tout de suite. Alors, en parlant du cinéma fantastique, il dit: il y a une vraie volonté que ça n'existe pas en France. Le rythme de notre cinéma depuis le plan Marshall s'est fait au rythme d'Hollywood. On avait l'aide des Américains après-guerre et en échange, ils nous imposaient leurs produits culturels. Nos films européens trouvaient leur place au milieu, donc ça dérangeait personne quand on était dans les films de la vraie vie. La nouvelle vague s'est tellement bien exportée aux États-Unis parce qu'elle était exactement là où on voulait que soit le cinéma européen. Fin de citation. Donc en fait, il soulève exactement le point qui devrait être mis en face des publics art et essai, à savoir que le snobisme face au spectaculaire, et j'insiste au cinéma spectaculaire, et j'insiste sur le pluriel de cinéma spectaculaire, eh bien, c'est pas un acte de résistance culturelle face à l'hégémonie hollywoodienne. Au contraire, c'est rester à sa place pendant qu'elle monopolise le spectaculaire. Et ceux, en revanche, qui font des propositions aussi ambitieuses et audacieuses au niveau du fantastique, de l'horreur et de la science-fiction, ce sont eux, justement, qui dérangent vraiment le système, parce que ce sont eux qui créent une alternative à la toute-puissance américaine. Donc je ne vais pas revenir sur ce que je disais sur la potentielle pertinence sociopolitique du gore, j'ai bien assez déblatéré à ce sujet tout à l'heure, mais de façon plus globale, on peut étendre ce raisonnement à l'horreur, au fantastique et de façon, je pense, plus évidente à la science-fiction, parce que fondamentalement la science-fiction c'est un genre qui va soulever des sujets sociopolitiques très pertinent. Et j'ai vraiment hâte, en gros, qu'on puisse découvrir La Nuée, dans la mesure où, pour moi, c'est le meilleur exemple d'un film fantastique taillé pour le public art et essai. Donc, merci le CNC, parce que je crois que c'était justement la vocation de cet appel à projet pour le cinéma fantastique. Et c'était absolument essentiel d'avoir ce soutien institutionnel. Cela dit, il en faut encore plus. Mais quoi, du coup ? Pour commencer, moi je crois que malgré les problèmes que présentent les publics art et essai, ils ont une qualité, c'est qu'ils sont beaucoup plus réceptifs et beaucoup plus attentifs au travail de militantisme qu'on peut fournir sur le terrain. Le terrain, c'est la salle. Donc le public art et essai, contrairement au spectateur grand public, le spectateur grand public, si vous voulez, il va
entrer, il va sortir de la salle aussi vite qu'il y est entré, après avoir vu son film pour revenir à ses moutons, revenir à sa vie. Eh bien, le public RSA est plus attentif. À ce moment-là, on peut se tourner vers les exploitants, et notamment les exploitants RSA, parce que c'est eux qui fournissent un travail de terrain. C'est eux qui peuvent directement convaincre un public qui va être attentif à ce qu'ils vont proposer. Et moi, j'ai déjà une petite liste de quelques cinémas en région parisienne qui soutiennent de façon assez active les films fantastiques. Il y a le Méliès à Montreuil avec le cycle Aux frontières du Méliès. À Paris, il y a le Max Linder avec le PIF, le Festival international du film fantastique de Paris. Il y a le Grand Action avec son ciné-club, Univers Convergent. Il y a le Brady avec ses marathons, dont un marathon sur 2 est souvent dédié à une tendance ou à un réalisateur qui est dans cette ligne éditoriale du fantastique. À Romainville aussi, en Seine-Saint-Denis, il y a un très beau cinéma qui est le Trianon et qui a une programmation jeune public très très audacieuse, qui soutient aussi le cinéma fantastique. Il y a le Select à Antony qui programme de façon très régulière ce type de film en sortie nationale. Et on peut en citer d'autres. Il y a de l'Écran à Saint-Denis, le Figuier Blanc, donc l'Écran à Saint-Denis, disais-je, pardon. Le Figuier Blanc à Argenteuil, etc. Le 14A. Je disais en région parisienne, le 14A c'est à Nantes. Nantes, c'est pas en région parisienne? Non, Nantes c'est pas en région parisienne. Mais justement, donc on peut constater, ne serait-ce qu'en région parisienne, et c'est déjà pas mal, qu'il y a une vraie volonté de la part du monde de l'exploitation de porter ce changement. Et à partir de là, il faut à mon avis arriver à unifier ces volontés plurielles en une seule. Et j'ajoute, parce que c'est important, que Isabelle Gibalardi, la directrice du Grand Action, est depuis un moment vice-présidente de l'AFCAE, donc l'association française des cinémas d'art et essai, et je pense que c'est une alliée de poids dans cette lutte, donc faut en profiter. Et enfin, j'ajoute un autre type d'institution dont le soutien peut s'avérer extrêmement précieux, c'est la critique. Et en particulier la critique la plus intello, on va dire, donc positif, et surtout les cahiers du cinéma, parce que sachant que c'est un peu la source du snobisme qui pose problème en premier lieu, si on veut attaquer le problème à la source, je vois pas ce qu'on peut espérer de mieux qu'un soutien de la part des cahiers du cinéma. N'en déplaise à Gaspard Noé, qu'on salue aussi à l'occasion, s'il nous écoute. Il faut bien dire aussi que depuis un bon moment maintenant, la revue, donc les cahiers du cinéma, c'est beaucoup plus ouverte au cinéma fantastique. Et on notera la façon dont elle a apporté son soutien à Grave de Julia Ducournau, qu'elle a encensé, ou Comble de l'ironie, à Border de Ali Abbasi, au moment où paradoxalement, Mad Movies avait complètement massacré le film. Ils ont fait une couve aussi sur Sorry to Bother You. Les cahiers du cinéma ? Ouais. Ah, ils ont encensé, ben voilà, ce qui montre que vraiment il y a une... On parle du cinéma américain et du nouveau cinéma américain. Et ben, tu vois, ça appuie ce que je dis, c'est qu'il y a une vraie ouverture de la part des cahiers du cinéma qui se fait de plus en plus depuis quelques années en faveur du cinéma fantastique. Je vais aussi saluer Stéphane Duménildo parce que c'est lui en l'occurrence qui avait rédigé la critique de Grave et la critique de Border et d'autres critiques de différents films, Your Name de Makoto Shinkai aussi. Donc il a énormément contribué au succès de ces films-là. Donc s'il nous écoute, je le salue. Et concernant positif, il y a Philippe Rouillet qui est président du syndicat français de la critique de cinéma et il se trouve qu'il a beaucoup écrit sur le gore et que c'est un passionné d'horreur et que c'est notamment le critique à avoir défendu bec et ongle Martyr de Pascal Laugier quand il s'était mangé son interdiction au moins de 18 ans. Donc c'est comme Isabelle Gibalardi au Grand Action, c'est un allié de poids très haut placé et donc du coup je pense une occasion à saisir quelqu'un vers lequel il faudrait aller si on a des choses intéressantes à proposer. Moi, à vrai dire, sur le grand public, je sais pas trop quoi dire parce que au final, si le cinéma de genre perd un peu son aspect de niche et commence à partir dans une espèce de marvelisation comme on peut voir avec les Insidious et tout, c'est sûr que ça va perdre d'énergie, ça va perdre d'engouement et puis ça va perdre de transgressif, de ce qu'il fait marcher aujourd'hui. Mais pour s'approcher du grand public en évitant, on va dire, ce petit problème, il y a déjà de nombreux financeurs qui commencent à mettre un point d'honneur sur la création de genre. Du coup, je voulais juste parler de Canal Décalé ou même de l'appel à projet pour films fantastiques du CNC dont on a parlé tout à l'heure.
Et c'est juste pour rappeler que si on est un jeune cinéaste, au final, le premier film en France est assez simple. Si on considère que le deuxième film est très 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 compliqué à faire. Mais si on veut faire du cinéma d'horreur en France, il y a encore plusieurs portes qui sont possibles. Après, c'est pour le montrer que ça devient un petit peu plus compliqué. Mais au final, je pense que sur tout ça, l'avenir est juste encore à construire. Voilà. Et non, moi pour l'avenir, il y a un film qui m'intéresse particulièrement, c'est Comment je suis devenu un super-héros. Oui, Ouais. oui. De Douglas Attal. Alors je suis pas, enfin j'attends ce film parce que je suis curieux. Je suis pas particulièrement pressé de le voir, mais je suis assez curieux quand même. Moi aussi. Et peut-être de par son casting, donc Pio Marmaille et d'autres que j'oublie. J'allais le dire, ouais. Et peut-être que du coup c'est un film qui aura une portée plutôt grand public avec un fond assez fantastique super-héros en tout cas assumé. Et puis je pense aussi à d'autres films un peu je pense à Yves par exemple. Yves Le frigo, là. exactement, qui est un film assez étrange, qui est pas du tout horreur, qui est pas du tout slasher ni rien du tout, mais qui a quand même une dimension fantastique. Pour les gens qui connaissent pas, c'est vraiment une comédie potache française, mais avec un élément de science-fiction au milieu, quoi. Un élément de science-fiction et même carrément un élément dystopique, et Oui. ce qui rend le film intéressant. Et donc du coup dans la catégorie grand public, comme on peinait à dire voilà quel film on pourrait mettre là-dedans, moi Comment je suis devenu un super-héros pourrait être l'étendard de ce genre de film. Il y en a d'autres, hein, mais voilà moi ce à quoi je m'attends là pour 2021. Ouais, ça, c'est vrai que j'avais pas pensé à celui-là, comment je suis devenu un super-héros. Ben, je pense que tout simplement, dans la mesure où il est pas encore sorti, on n'a pas vu encore l'impact qu'il allait avoir sur le public. On peut être que dans des suppositions. Donc, moi, j'attends de voir Ouais, ce non, mais qui ça se va trouve, se ce sera une passer déception. avant de faire une analyse je pense qu'il y aura moyen à faire des analyses intéressantes parce que Mais à tu tous vois, il y les a une coups, ça volonté, va, tu vois, ça va. il y a une volonté, Il y a une volonté. il y a quelque chose, et ça peut être bien ou mal, mais au moins il y a quelque chose, Dans tous les cas, ça va révéler des choses. c'est sûr. Ça va révéler des choses sur le public et donc du coup ça va peut-être ouvrir d'autres portes. Ce que disait par contre Léa sur l'appel à projet du CNC, je suis pas entièrement d'accord dans la mesure où tout cet argent il est dépensé dans l'espoir que ces films soient consommés avant tout par le public à réessai. Quand D'où regardes- tu tiens ça parce que Déjà je tiens ça pour avoir vu La Nuée, qui est vraiment un film comme ça. Et donc Léa qui l'a pas encore vu, tu auras l'occasion de te rendre compte que c'est vraiment un drame social avec un élément fantastique, mais t'attends pas à avoir un alien à la française ou un Lamouche à la française. Ogre, je connais Arnaud Malherbe, j'ai pu en discuter plusieurs fois avec lui, on n'est pas non plus dans ce type de cinéma, on est toujours sur une transition art et essai. Il se trouve que voilà, après il y a Thibaut Hémin, mais on voit que voilà, il est confronté à beaucoup plus de difficultés que les autres parce que son projet est beaucoup plus audacieux et qu'il ne constitue pas forcément une transition avec la RSM. Mais par contre, quand on regarde les deux, comment est-ce qu'on dit, pas les deux, les trois de la deuxième, les lauréats, les trois lauréats de la deuxième édition pour le cinéma fantastique, d'appel à projet pour le cinéma fantastique. juste avant que tu viennes, entre-temps, il y a eu la comédie musicale. Il y a eu la comédie musicale et ils sont revenus au cinéma fantastique Oui. Pour la 3e édition. Exactement. Donc c'était un appel à projet, donc juste je décris ce que c'était. Hein. Oui. Il me semble que ça date de 2018. 2018, c'est ça. Et en gros, c'était un appel à projet. Il y avait un constat qui était partagé par tout le monde, c'était qu'il n'y avait pas assez de films fantastiques en France, pas assez de films de genre. Et on pointait du doigt le CNC en tant qu'autorité régulatrice. Et ils se sont dit, bon, ok, on va faire un appel à projet. Ils en ont trouvé 3, ceux que tu viens de dire. Donc Thibaut Hémin, Juste Philippot et Arnaud Malherbe. Exact. Et ensuite, ils sont passés à autre chose, parce que ça avait vocation de tourner entre les différents genres cinématographiques. Donc, vous voyez la difficulté sémantique de films de genre. Donc, ils sont passés à la comédie musicale. Et là, ils sont revenus au film fantastique. Alors, moi, je sais pas trop pourquoi. Est-ce que ça a bidé, parce que voilà, est-ce que la comédie musicale... Tout ce que je sais, c'est que c'est très bien. Oui, non, bien sûr, mais du coup, c'est assez marrant. Moi, je suis très content. Je suis très, très, très content qu'il soit revenu au fantastique. J'étais pas plus enthousiasmé que ça par la comédie musicale. J'ai pas vu les 3 films en question. Ils sont pas encore sortis, mais j'ai l'impression que ça manque un peu de diversité par rapport à ce qui aurait pu être fait. Mais après, j'ai pas vu les films, donc peut-être que je raconte de la merde, hein, va savoir. Et bon, bref, du coup, on arrive à 2020. Il y a quelques mois ont été annoncés les lauréats. Oui. Du coup, tu les connais? Oui, alors donc c'est Acide de Juste Philippot.
Donc juste Philippot a été encore une deuxième fois Oui, sélectionné oui. pour adapter je crois que c'est son deuxième court-métrage. Pour adapter, enfin, pour faire son deuxième long métrage en adaptant Ouais. le court métrage qu'il avait fait dans Exactement. dans l'anthologie 4 histoires Mais fantastiques, mais c'était Acide. Mais c'est son deuxième court-métrage qu'il va adapter en long métrage. Oui. C'est son deuxième Je court-métrage. sais pas. Si, c'est ça. Je sais pas. Donc du coup si tu le dis, je te crois. Et après, il y a deux autres cinéastes un peu plus établis quand même. Non. Si. L'idée c'était. Non, il y en a un. Si, il y a. L'idée c'était un nouveau, quelqu'un qui va faire son deuxième film, donc juste Philippot en l'occurrence, et un troisième qui est un réalisateur déjà bien établi. Oui, voilà. Et ça, c'est Guillaume Niclou. Exactement. S'il y en a qui l'ont pas vu ici, je conseille Valley of Love, qui est vraiment un film absolument magnifique. Tu l'as vu, toi, Léa? Ah putain, regarde-le parce Avec que c'est... Depardieu Et Huppert, ouais. Isabelle Huppert. Et c'est un très très beau film. Et voilà, il y avait une volonté de diversité dans les choix des cinéastes qui allaient être soutenus. Et le troisième, c'est Maël Lemay. Ouais. Alors le film de Guillaume Niclou va s'appeler La Tour d'Assitan. Et Maël Lemay, je ne me souviens plus du titre du film. Vous regarderez du coup sur nos auditeurs regarderont sur internet. Il avait fait aussi, comme juste Philippot, il avait fait un court métrage dans le film d'anthologie 4 histoires fantastiques. Voilà. Mais donc du coup, la question qui m'était posée, c'était comment est-ce que je peux affirmer que c'est avant tout de l'argent dépensé dans l'espoir d'une exploitation art et essai. Je vous ai cité pour la première édition, et pour la deuxième édition, juste Philippot, en tout cas Alan et moi, on connaît bien le profil artistique de ce cinéaste. On sent que ça va sans doute être dans la même direction, surtout que c'est pas lui de base qui vient du cinéma fantastique, c'est pas lui qui est fan de cinéma fantastique de base par rapport à La Nuée, c'était ses scénaristes qui étaient des gens qui avaient écrit le scénario, qui ensuite ont cherché un réalisateur qui était plutôt Acide avant. oui. Je crois d'ailleurs que ça a peut-être été son premier contact vraiment fort en tant que cinéaste avec le fantastique de base. Lui, il est plus sur du film social, du film art et essai. Donc il a ce côté transitoire de l'art et essai vers le fantastique. Et Guillaume Niclou, pareil. Guillaume Niclou, c'est le réalisme magique, c'est Huppert, Depardieu, on n'est pas sur du grand public. Et je pense pas que cet argent soit dépensé par le CNC pour des films qui ont vocation à être grand public, justement parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire qui passe pas forcément par les institutions cinématographiques, mais plus par les réseaux sociaux. C'est assez intéressant le cas de A24, parce que je pense que si nous, on doit faire un pas de la France vers un cinéma fantastique grand public, je pense que A24 aux États-Unis, c'est un peu le miroir de ça. C'est-à-dire que ça fait des films qui sont dans une esthétique très pop, qui visent un public assez jeune, et qui en même temps le font en faisant un pas vers le cinéma d'auteur. Donc pour moi, c'est un peu le miroir, c'est assez intéressant le cas de A24, et je pense que nous, en fait, on devrait faire, à partir du cinéma grand public, on devrait faire le miroir de A24. Ouais, mais tu vois, ce qui est oui. difficile, c'est qu'en France, la notion de cinéma d'auteur, elle est très institutionnalisée à travers le CNC, à travers des associations comme l'AFCAE. Et aux États-Unis, il n'y a pas tout ça. Donc, quelque part, ils sont moins assujettis au circuit de distribution français qu'on connaît. Donc, ils ont plus de liberté. Ils peuvent très bien sortir un film dans un cinéma à New York, un cinéma dans les grandes villes, et puis le film aura sa vie. En France, c'est un peu plus difficile, ces modèles un peu où tu sors un film à droite à gauche comme ça. Et je pense que ce qui est paradoxal, c'est qu'en France, on a un cinéma qui est très soutenu financièrement, institutionnellement, et qui peine justement à avoir cette portée-là. Oui, mais il peine, comment dire, je pense que la porte de sortie de ce problème-là, elle se fera malheureusement pas par les institutions cinématographiques. Elle se fera par les sphères d'influence sur les réseaux sociaux, parce que c'est ça, en réalité, le public... Donc en dernière instance, le public. Oui. Là, pour le coup, il n'y a pas vraiment d'autre solution, dans la mesure où le public, le grand public, quand il va en salle, comme j'ai dit, il en ressort aussi vite qu'il y est entré. Et on n'a pas le temps vraiment de faire de la promotion, de faire du militantisme auprès d'un public qui va, qui vient et qui prend pas le temps. Le grand public qui va du coup dans les salles grand public, dans les salles de grand circuit et tout ça, c'est un public qui suit un peu les influences qu'il va trouver sur Internet et notamment sur les réseaux sociaux. Donc, à mon avis, c'est plutôt à cet endroit-là, je pense qu'il faut fournir un travail.
Voilà. Et du coup, je vais en profiter pour faire des suggestions concrètes. Je pense que en ce qui concerne le grand public, il faut aussi qu'un cinéma d'horreur, fantastique et science-fiction de grand divertissement puisse exister en France. Et c'est d'ailleurs Coralie Farja, la réalisatrice de Revenge, et que je salue, encore quelqu'un que je salue, oui, qui m'a dit au détour d'une conversation une fois qu'elle regrettait que même si les choses devaient évoluer en faveur du fantastique, on soit toujours contraint de se plier aux exigences de l'art. Et c'est laissant sur le carreau des gens qui, comme elle d'ailleurs, souhaitait faire des films un peu plus pop, on va dire un peu plus tarantinesques. Alors là, les problèmes et les enjeux sont totalement différents parce que dans l'expression, ouvrez les guillemets, fantastique française, si le public art et essai a un problème avec le fantastique, le grand public, lui, il a un problème avec le français. En gros, pour faire simple, si on doit résumer l'attitude du grand public vis-à-vis de l'horreur, du fantastique et tout ça, ça se résumerait à y a que les ricains qui savent le faire. C'est-à-dire que pendant que nous, on galère, à côté, on a les salles, la franchise Conjuring qui cartonne. Et je parle même pas des gros blockbusters de SF, les Marvel et tout ça, parce que si on transpose, si on extrapole sur le sujet de la science-fiction, ça devient encore plus flagrant. Pour vous donner un exemple très concret et très symptomatique de ce problème, je vais encore une fois me référer à l'étude de Mathieu Guillou, directeur adjoint des 7 Batignolles, dans son dossier pour la Fémis. Il a soulevé quelque chose de très pertinent et ça concerne la communication faite autour de 2 films, Grave de Julia Ducournau et Revenge de Coralie Farja. Déjà, au niveau de l'affiche, on a 2 imageries très colorées qui empruntent à l'esthétique pop et électro et donc, pour reprendre les mots de Mathieu Guillou, s'adressant plutôt à une population jeune et urbaine. Ensuite, il y a eu la bande-annonce. Pour Grave, pas de dialogue dans la bande-annonce et dans Revenge, que des dialogues en anglais alors que le film est à moitié en français. Donc il y a une réalité concrète dont prennent acte les distributeurs lorsqu'ils font ce type de choix. C'est que si un spectateur grand public voit la bande-annonce de film comme ceci et se rend compte que c'est en français, tout de suite ça va le rebuter. Et l'analyse de Mathieu Guillou est tellement pertinente que alors qu'il a rendu son mémoire le 20 avril 2018. Qu'est-ce qui sort à peine un mois plus tard, le 13 mai de la même année? Je vous le donne en mille. La bande-annonce de Climax de Gaspard Noé. Et ensuite, l'affiche, je sais plus quand est-ce qu'elle était sortie l'affiche, mais c'était après la bande-annonce. Eh bien, devinez quoi, tout ce que dit Mathieu Guillou concernant Grave et Revenge s'applique également à Climax, c'est-à-dire pas de dialogue dans la bande-annonce parce que les dialogues du film sont en français, et puis cette image, aussi, cette affiche qui reprend cette esthétique très pop, très électro, et comme quoi c'est vraiment quelque chose dont on devrait tous prendre acte si on veut s'organiser intelligemment, puisque les distributeurs en ont pris acte, donc respectivement Wild Bunch pour Grave et Climax et Réseau pour Revenge. Concernant la solution à ce problème, pour moi, elle consiste en 2 axes. D'une part, la création, d'autre part, l'activisme. Pour la création, c'est un peu la même histoire de ce que je disais tout à l'heure sur le film de niche. Comment est-ce qu'on rend cette tendance identifiable et donc rentable, industriellement forte? Pour reprendre encore une fois ce que disait Léa. Quels sont, non plus en termes d'éléments de communication, mais de contenu même des œuvres, les points communs entre Grave, Revenge et Climax? Déjà, ce sont des films qui sont soit très violents, soit très gore, soit très angoissants, où il y a une quête de sensations extrêmes qui constitue un premier atout si on souhaite conquérir le grand public et surtout, on va dire, les 15 à 25 ans, voire peut-être même les 13 à 25 ans, je sais pas. D'ailleurs, c'est un peu la tranche d'âge qu'on retrouve dans ces films-là, surtout dans Grave et dans Climax, donc des jeunes. Ensuite, en plus de ça, c'est des films qui sont très psychédéliques, très électrisants, très pop. Il y a des choix musicaux aussi, par exemple les musiques de Daft Punk, de Do, ou une BO qui est très new wave, et pour Revenge, une BO qui rappelle un peu l'esthétique des films de Carpenter. Et malgré tout ce qu'on peut en dire, ces films sont en vrai, Léa l'a dit avant moi, mais c'est des films qui sont très sexy. C'est-à-dire que même quand on est dans le registre de l'horreur, ça déborde de vitalité. C'est plus globalement l'âme de la culture clubbing, je pense, avec tout le côté rentre-dedans qui la caractérise, le côté casse-cou, transposé au dispositif cinématographique. Et c'est particulièrement flagrant pour Climax, dans la mesure où le film raconte une soirée qui tourne mal et met directement en scène un débordement de vitalité qui mène à la catastrophe. Mais c'est aussi le cas pour Grave et pour Revenge de façon différente, mais toujours avec ce fil conducteur qui est à mon avis le nerf de la guerre, c'est-à-dire l'esprit clubbing à l'écran. Donc 2e axe de la solution pour le grand public. Ensuite, il y a l'activisme. À partir du moment où on a repéré que le problème venait d'une frilosité vis-à-vis de la francité des œuvres concernées, l'objectif, c'est pour moi, en tout cas,
de travailler à revaloriser le Made in France à travers le prisme des cultures populaires et modernes, et ce, bien au-delà d'ailleurs des limites seules du cinéma. Donc, et là, forcément, je vais en profiter pour faire un peu d'auto-promo, puisque le sujet s'y prête. C'est le travail que je fournis depuis 1 an et demi à peu près maintenant, à travers ma chaîne YouTube Olala TV, et je me penche notamment sur 2 cultures, la danse électro et le parcours, c'est-à-dire le parcours, et aussi, pour les gens qui connaissent pas le parcours, Yamakasi, ça vous parlera, voilà, et aussi la variante artistique du parcours qui est le freerun. Et gros bisous au passage à tous les danseurs électro, Slate, Miel, blablabla, je vais pas tous les citer, désolé parce qu'on est pressé par le temps. Et il y a aussi quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est l'univers du manfra, c'est-à-dire le manga à la française. Et notamment l'éditeur, développeur, producteur Ankama qui est notamment derrière l'univers Dofus, exactement. Pourquoi je prends le temps de tous vous les lister ? Parce que tout simplement, chacun de ces 3 univers a croisé sa trajectoire à un moment ou à un autre avec l'univers du cinéma français dit de genre. Le parcours avec la saga des banlieues 13. Et aussi à titre plus anecdotique, lorsque David Bell, donc le créateur du parcours, a fait partie du jury du très prestigieux Festival du film fantastique de Gérardmer en 2018. Pour la danse électro, moi j'ai eu le coup de foudre en voyant l'Electro Street et notamment Skips, Romain Guillermic de son vrai nom, dans Climax de Gaspard Noé. Et quant au Manfra et Ankama, c'est la boîte qui nous a donné la BD Mutafukaz et qui a coproduit avec le studio japonais 4C son adaptation cinématographique. Donc il y a déjà eu des convergences qui ont eu lieu, il faut qu'il y en ait davantage, et qu'à partir de ces convergences, on crée des synergies entre toutes ces sphères d'influence sur les réseaux sociaux notamment, pour qu'à terme, on puisse faire émerger quelque chose qui vient de chez nous et qui pourrait rivaliser avec la hype anglo-saxonne. Donc si les Japonais ont réussi, pourquoi pas nous ? Et enfin, il y a des moments où le Fantastic Made in France a très bien marché sans qu'on s'en rende forcément compte, c'est l'univers du clip. J'irai pas plus loin parce que voilà, je voulais juste donner cette petite pichenette en espérant que ça mette la puce à l'oreille de chacun, un jour peut-être, parce que on n'y pense pas forcément, mais une fois qu'on y a pensé, en fait, on se rend compte qu'on a un boulevard à exploiter, quoi. Et chacun aura ses références. Moi, ça sera Mylène Farmer, MC Solar, Indila. D'autres personnes auront d'autres références, mais il y a des clips où l'imagerie fantastique, elle a très bien fonctionné et elle a fait beaucoup de vues et elle a ramené beaucoup de thunes. Et voilà. Non, mais il y a des très grands. Je pose ça là, c'est tout. Juste pour conclure, enfin pour rebondir sur toi, il y a des très grands réalisateurs qui ont démarré dans le clip. Spike Jonze, le réalisateur de Soyez sympa, rembobiné. Michel Gondry, oui. Merci. Ouais, Ayam, je danse le Mia. Plus confidentiel, mais Jonas Ackerlund qui a réalisé Lord of Chaos, Oui. qui a commencé également. Lady Gaga, Rammstein et tout ça. Il y a des parallèles à faire entre le clip et le cinéma fantastique. Oui. Et Pascal Laugier qui a réalisé le clip City of Love de Mylène Farmer. On peut en citer plein. Romain Gavras qui a fait des clips absolument magnifiques. Aussi Jamie XX qui est un des plus beaux clips qui ait jamais été fait. Gaspard Noé, les clips de Sébastien. Et puis Quentin Dupieux, évidemment, qui lui vient directement de la musique électronique parce qu'il est de base DJ. Voilà. Léa, un mot de conclusion ? Moi, pour conclure, c'est vrai que le cinéma d'horreur français contemporain a beaucoup de défauts, comme il a tout autant de qualités. Et on a essayé de trouver quelques solutions, quelques stratégies pour essayer de le remettre au goût du jour. Mais la meilleure manière de l'apprécier, c'est de le voir. Et pour faire juste un dernier bon plan, si jamais vous voulez faire des festivals mais que vous êtes pauvre, soyez bénévole. C'est super cool, vous rencontrez du monde et vous pouvez voir tous les films que vous voulez. Je l'ai fait une fois à Gérardmer et j'ai pas pu le faire cette année, mais je retournerais 1000 fois si je pouvais. Du coup, voilà. Moi, tout ce qui me reste à faire, c'est remercier Léa de nous avoir accompagnés durant toute la durée de cette première édition de notre podcast Les Voyages dans la Lune. C'était vraiment un plaisir. On a parlé de choses qui étaient absolument passionnantes. L'échange était passionnant. Je remercie Alan pour la gestion surtout technique et aussi pour son apport à la conversation et son expérience d'exploitant. Et je remercie nos futurs auditeurs parce qu'au moment où on l'enregistre, ce podcast, on n'a pas encore d'auditeurs, mais j'espère qu'on en aura. Et merci peut-être aux premiers qui vont nous apporter des auditeurs, c'est-à-dire Cinéco, l'association d'étudiants de l'université Gustave Eiffel. Voilà, gros bisous. Et puis je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux qui n'existent encore pas, et si vous avez aimé, de liker comme on fait. Merci à tous les deux. Merci à vous. On se retrouve très vite pour une prochaine émission autour des mythes
C'est ça, je dis pas. C'est autour des constructions mythologiques Ouais, voilà. des univers cinématographiques. Exactement. Les mythes, pas les insectes. Hein. Les mythes avec un Y. Très bonne fin de journée, très bonne matinée. Ça dépend à laquelle vous vous réveillez. Et puis à très vite. À Au très vite. revoir.